Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3 V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Alicia, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de communication facile à lire et à comprendre, puisque tu es experte dans la communication claire. Et aujourd'hui, on va s'adresser aux formateurs et surtout aux apprenants, j'ai l'impression. Bonjour Alicia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Céline, oui je peux me présenter. Donc du coup je m'appelle Alicia, je travaille dans une agence qui s'appelle Écrire et Raconter. Je travaille à simplifier les documents, donc moi je travaille sur l'accessibilité de l'information, donc je simplifie les documents pour les rendre accessibles à tous et à toutes. Ok, super. Donc, tu fais ce qu'on appelle de la communication FALC ou une méthode FALC. Comment on précise ça? Alors ouais, je vais expliquer ce que c'est. Donc j'aime bien parler de communication claire, donc c'est vraiment l'idée de simplifier n'importe quelle communication, n'importe quel document pour le clarifier en fait. Mais de là, on découvre 2 méthodes. Donc, la première méthode dont tu viens de parler, c'est le facile à lire et à comprendre, connu sous le nom FALC. Donc, ça, c'est une méthode qui est qui a été pensée pour et par les personnes en situation de handicap mental. Donc, il y a pas mal de choses à savoir et à dire là-dessus. Et il y a une seconde méthode qui est qui s'appelle le langage clair. Et là, c'est une norme. Donc, c'est une norme ISO en fait qui est sortie en juin 2023. Et là, on est vraiment sur une simplification, mais grand public, si on peut dire ça entre guillemets. Donc, c'est 2 choses différentes. On va pas, il y a pas ces 2 manières de faire qui sont complètement différentes, mais le but est le même. On va clarifier le document pour le rendre accessible à tout le monde. Ok, donc moi je faisais vraiment pas la différence entre la méthode FALC et donc la communication claire. C'est hyper intéressant de voir qu'ils ont normalisé ça. Et est-ce que en quelques mots tu peux nous dire justement cette communication claire, en quoi ça consiste? C'est pas communication, on n'appelle pas ça communication, c'est ça? Mais je sais pas, ça dépend ce que tu veux dire. Le FALC, tu veux parler du facile à lire et à comprendre, en quoi ça consiste? Non, là je veux vraiment parler de la norme dont tu viens de parler, Ah, la norme ISO, le langage clair. le langage clair, voilà, c'est ça. Donc, la deuxième méthode dont j'étais en train de parler. OK. Oui. Le langage clair, en fait, c'est une norme, donc, comme je dis, c'est une norme donc, internationale. C'est plusieurs principes, c'est des recommandations, vraiment. Donc, il y a 4 principes et dans chaque principe, il y a plusieurs recommandations pour écrire de manière claire, pour que le contenu soit, voilà, comment faire pour que mon document soit facile à comprendre dès la première lecture, comment faire pour que mon lecteur trouve facilement l'information, comment faire pour que ce soit facile aussi à lire et comment faire pour que le document il soit vraiment utilisable. Donc, en fait, c'est ces 4 principes. Il y a 4 principes que je viens d'énumérer un petit peu de manière pas très claire, mais en fait, il y a 4 principes à respecter, 4 recommandations. C'est pas, aujourd'hui en tout cas, c'est pas normé dans le sens, il n'y a pas un audit, il n'y a pas de charte réelle. C'est vraiment des recommandations. Une norme existe, on peut la suivre. Voilà, c'est vraiment. En plus, on peut télécharger en fait facilement ces recommandations sur le site internet. Et d'ailleurs, c'est quoi le site internet qui gère ces recommandations? Tu peux le donner?
C'est la FNOR, je crois, en France. Ok, ah oui, bah, ok, c'est vraiment le site des normes. Très, très bien. Et toi, donc, tu es formatrice en langage clair et tu t'adresses notamment à des formateurs dans ton activité. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça arrive. Alors, justement, quels sont les formateurs qui vont te contacter et en fait, comment on vient à mettre en place du langage clair dans ces formations? Ok, alors il y a donc deux questions. La première question, qui sont les formateurs? C'est assez varié. C'est vraiment très très varié. Ça peut être très bien des personnes, des enseignants, donc des enseignants, des personnes qui travaillent avec les enfants. Ça pourrait être des personnes, donc, des formateurs ou des formatrices qui travaillent avec des personnes avec un handicap, ou alors juste des personnes qui font des formations et ont conscience qu'ils partent d'un sujet compliqué ou qu'ils ont simplement conscience que le parcours de formation peut être simplifié parce que les apprenants sont en autonomie et ils se rendent compte que parfois il y a des petits couacs et ils souhaitent rendre ça un peu plus fluide. Et donc du coup, comment on fait? On va travailler vraiment sur manière globale. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler vraiment, quand on prend un document, on prend un support, on ne peut pas le simplifier dans son coin. Parce qu'en fait, des fois, ce document, même s'il est très joli et même si on a travaillé énormément dessus et il nous paraît pertinent, il ne l'est peut-être pas pertinent pour le lecteur final. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment retravailler tout le contexte et se dire, bah, tiens, le support que j'envoie à mon apprenant, à quel moment il va le lire, dans quel contexte il va être, quelles sont ses connaissances. Et en fonction de ça, on va voir s'il est en mesure ou non de comprendre le document. Peut-être qu'il va falloir le revoir, peut-être que finalement le document n'est pas du tout adapté et il va arriver peut-être plus tard dans le processus et on va vraiment aller chercher un petit peu les besoins de l'apprenant pour vraiment adapter en fait à tout son parcours, son expérience globale. Ouais, c'est un peu comme de l'expérience utilisateur quand on parle en web marketing, en communication. Et ce que j'aime là dans ce que tu dis, c'est que c'est surtout de la co-construction en fait des supports directement avec les apprenants. Et ça, c'est une démarche que je trouve hyper intéressante. Est-ce que tu as des histoires à raconter ou des petites anecdotes de choses qui se sont passées justement quand tu construisais un document comme ça avec des apprenants? Ah oui, oui, beaucoup. Alors, effectivement, on fait beaucoup de co-construction et c'est ça qui est hyper riche et très intéressant. On ne peut pas en fait créer un document sans le public final parce que c'est là où on va vraiment voir quelque chose d'utile et de fonctionnel. Et dans ces moments donc de co-construction, de relecture, c'est vrai que parfois on a des petits décalages. Donc moi, j'ai une première anecdote qui me vient. Bon, c'est une anecdote qui est on va dire de niche parce que j'étais en fait avec une association. Donc c'est pas vraiment c'est des personnes qui apprenaient la langue française. Et en fait, on avait utilisé un pictogramme pour illustrer le lieu. Donc c'était un petit pictogramme GPS. Donc, c'est voilà, le petit histogramme de Google qu'on voit assez systématiquement pour voilà, visuer un lieu. Et en fait, on avait vraiment mis ce petit pictogramme à chaque bout de phrase pour identifier un lieu. Et en fait, ces personnes n'avaient pas du tout compris cette image parce que pour elles, c'était juste une goutte d'eau. Et on se disait, mais non, c'est pas une goutte d'eau, pourquoi vous ne connaissez pas ce pictogramme? Pour ça, on le connaît, enfin, c'est quand même assez courant. Et en fait, ces personnes venaient d'arriver sur le territoire français et n'avaient pas de téléphone. Et donc, du coup, finalement, elle ne pouvait pas connaître ce pictogramme. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un minimum aux personnes, en fait, ça paraît évident. Mais en fait, il y a vraiment une grosse importance à aller se confronter au terrain pour être sûr que ce qu'on a fait est compréhensible. Par exemple, si je parle de terrain ou de formation, ça va être d'aller regarder le parcours. Est-ce que les documents ils sont lus vraiment dans le bon ordre? Est-ce que, est-ce que la brochure finalement que je vais donner, elle est vraiment utile? Est-ce que l'exercice que je vais faire, que je vais demander, il est vraiment réalisé? Ou alors systématiquement, je dois relancer? Parce que systématiquement, si je dois relancer, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été compris. Donc, du coup, je perds du temps.
Potentiellement, c'est mon stagiaire qui va décrocher. Donc, en fait, c'est vraiment aller chercher aussi les KPI, les données, les informations qu'on peut analyser sur les documents existants pour aller sans arrêt s'améliorer et récolter des données. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, au début, quand j'ai créé mon accompagnement, la Bing, j'ai fait une grosse formation en ligne, j'ai passé 6 mois et j'ai voulu être hyper exhaustive. Je voulais vraiment tout donner à mes apprenants. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que je me suis aperçue qu'il y avait des trucs qu'ils ne faisaient pas, des choses qui étaient hyper importantes, ils passaient à côté, etc. Et j'ai fait un petit peu ce travail de simplification dans le parcours le déroulé pédagogique, on va dire. Par contre, je ne me suis pas encore intéressée véritablement aux supports pour les rendre clairs. Alors, justement, ma question, c'est quelles sont les erreurs ou les pièges que font la plupart des formateurs quand il s'agit de leur formation? Et alors, je ne sais pas si tu fais une distinction entre la formation en e-learning et la formation en présentiel. Oui, je fais une différence entre les deux parce qu'on ne va pas du tout avoir la même expérience, on ne va pas du tout avoir les mêmes supports. En ligne, déjà, alors si c'est 100% en ligne ou en visio, c'est déjà différent parce que du e-learning, on a complètement en autonomie. Donc, les supports, les explications, elles doivent être claires. Il ne faut pas laisser place à de l'ambiguïté parce que la personne, elle est seule à naviguer, seule à comprendre. Donc, il faut éviter les barrières. Il faut qu'il n'y ait aucune résistance dans l'apprentissage et dans le parcours. Si on est en visioconférence, bah, elle ne sera pas seule, mais on va avoir des supports qui vont être différents parce qu'on va être 100% sur du digital. Donc, du coup, bah, on va essayer de rendre ça aussi fluide, facile à utiliser. Et on va aussi utiliser peut-être des outils, euh, des outils interactifs, hein, ça va qui vont faire partie de l'apprentissage, mais ça ne va pas être du tout la même chose. Et dans le présentiel, on va être plus pas sur du print, sur du papier. Et là, on ne va pas du tout non plus avoir la même expérience parce que moi, personnellement, je donne des cahiers de formation systématiquement. Et donc, du coup, ça fait partie de l'apprentissage. Et je fais en sorte que ce soit facile à lire et à comprendre. Donc, du coup, bah, pareil, les apprenants, quand ils découvrent leur cahier, bah, ils se rendent compte que c'est facile à lire, que c'est agréable. Et donc, du coup, bah, ça fait partie aussi de leur apprentissage et de la mémorisation de l'information. Et donc, du coup, ta deuxième question, c'était est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire? La première chose que je vois assez régulièrement, c'est, comme tu l'as dit, c'est la quantité d'informations qu'on met sur n'importe quel support, hein. Ça peut être sur le support qu'on va projeter, sur les documents finaux, les mails, les présentations. Enfin, c'est vrai que c'est assez dense, c'est très chargé parce qu'on n'a pas envie que l'apprenant ou l'apprenante manque d'informations. Et ça, je le comprends, mais il faut aussi savoir qu'on n'est pas, en tant que formateur, on n'est pas du tout au même stade que l'apprenant. On a plein d'informations, on a un énorme bagage, et que nous, on a déjà fait toutes les étapes d'apprentissage. On s'en souvient pas, mais on les a fait. On est parti de zéro et progressivement, on est monté en compétence jusqu'à être formateur, formatrice. Et là, on a affaire à des personnes qui sont niveau débutant, enfin, ils découvrent, donc du coup, ils ne pourront jamais tout comprendre. Et ce qui fait que si on va vraiment dans le détail et si on leur partage un maximum d'informations, bah, je pense que c'est la meilleure manière pour les perdre et pour les étouffer. Et à la fin, ils sont chargés et ils vont rien retenir. Et donc, du coup, leur expérience, elle est très moyenne parce qu'en fait, ils sont exténués à la fin de la formation. Donc, finalement, moi, j'en ai conclu que est-ce que c'est pas mieux d'en dire peut-être 10, 20% et être sûr que la personne, bah, elle passe un bon moment, elle a vraiment l'impression d'avoir appris aussi, enregistré des choses parce que moins on en dit, forcément, bah, ça laisse plus de temps à la pratique, au fait que la personne puisse s'approprier la notion. Et ça, je pense que c'est très favorable dans l'apprentissage. Donc ça, c'est trier l'information. Donc, c'est pas forcément simple, mais ça se fait. Il faut trier, sélectionner le plus important. Et qu'est-ce que je vois assez régulièrement? Bah, ça va être le jargon. Le jargon. Donc, le jargon, c'est le fait d'utiliser des mots techniques liés à un métier, liés à une activité particulière. Donc, parfois, on a l'impression qu'un mot
un mot est hyper important parce que c'est lié à notre domaine, on ne peut pas faire autrement, il faut l'employer. OK, mais dans ces cas-là, il faut toujours l'expliquer, l'accompagner d'un exemple ou d'une définition pour que ça reste accessible. Si on commence une formation, on commence un domaine avec plein de choses, je ne sais pas, imaginons on commence à faire un programme de formation, un sommaire en disant on va parler de ça, ça et ça et ça. Et là, on commence avec des mots hyper compliqués, ça fait peur. Ça fait peur psychologiquement, la personne, elle se dit, oh là là, où est-ce que je suis arrivée? Je suis peut-être pas au bon endroit. Donc, si on commence déjà à poser un cadre avec des mots simples et à rassurer en disant, pas de souci, ok, ça vous fait peur, mais on va simplifier pour que vous compreniez, il faut vraiment y aller progressivement. Je pense que le plus important, c'est de comprendre la notion. Et après, les mots, ça, c'est si on a envie, j'ai envie de dire. C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment mes débuts en tant que formatrice où je me faisais des programmes de formation de fou furieux. Et mon objectif, c'était d'arriver à la fin, à la fin du programme, à la fin de la journée. Et j'y arrivais rarement jusqu'au jour où j'ai compris que l'essentiel, c'était pas d'arriver à la fin de son programme, mais c'était que mes apprenants aient appris des choses, soient montés en compétences et repartent avec euh, de la clarté, on va dire, et puis un guide. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Et moi, j'aime bien aussi me dire que le temps de formation, c'est un temps expérientiel plutôt qu'un temps de savoir des choses, finalement, parce que il suffit que l'apprenant, je dérape un peu, mais c'est pas grave, je vais finir quand même. Il suffit que l'apprenant, il sache que quelque chose existe. Par exemple, moi, dans mon métier, il y a beaucoup d'outils à apprendre à utiliser et tout. Ben, je vais leur dire, bon, il y a des outils qui existent qui permettent de faire ça. Aller chercher les infos sur Internet, en fait. Il suffit de simplement savoir que c'est possible pour après être en mesure d'aller chercher les infos. Mais et ce travail de simplification, ouais, c'est vrai qu'en présentiel et en distanciel, c'est deux travaux différents, mais clairement essentiels parce que on va perdre l'apprenant si on fait pas ce travail-là, quoi. Et si on veut tout donner plutôt que de partager de la qualité. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux donner, par exemple, 50% d'infos en moins, mais augmenter de 20% la rétention d'infos, quoi, le fait de retenir. J'ai donné des chiffres Oui. au hasard. Oui, donc l'idée, c'était oui, de retirer un peu de l'information, enfin de la trier pour pouvoir augmenter la mémorisation, c'est ça que j'ai dit, je crois, hein, oui. Oui, oui, Ouais, c'est ça. c'est sûr parce qu'en fait, l'idée, c'est que les personnes puissent s'approprier, qu'elles aient le temps de s'approprier la notion euh, et elles aient pas le sentiment d'être complètement englouties sur tout ce qu'elles doivent enregistrer. Ça, c'est lourd. Enfin, franchement, c'est très, très lourd. Et donc, du coup, le fait, c'est d'adapter forcément en fonction du lieu. Alors, en visioconférence et en présentiel, il y a quand même une synergie de groupe qui font que les personnes vont pouvoir poser leurs questions et moi aussi les accompagner. Mais par contre, en e-learning, donc quand il y a vraiment presque zéro interaction. Là, on doit vraiment faire un gros travail de sélection, de se dire, OK, première formation, la personne découvre la notion, qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Et là, il faut vraiment partir de la base. Et peut-être, du coup, petite anecdote, mais moi, au début, dans mes formations, quand je faisais ma formation sur le facile à lire et à comprendre, je pensais que les gens venaient et savaient déjà ce que c'était. Enfin, ils venaient, mais ils s'étaient un minimum renseignés. Ils savaient que le FALC, facile à lire et à comprendre, c'était FALC. Et ils savaient que c'était une formation qui était destinée à un public avec des difficultés de compréhension et qu'on allait rédiger. Ça, c'était la base. Pour moi, tu ne pouvais pas t'inscrire si tu ne savais pas ça. Même si j'avais eu des échanges au téléphone et j'expliquais un petit peu, j'avais quand même des personnes qui ne savaient pas ce que c'était et on m'encourageait à expliquer un petit peu au début de formation de quoi ça parlait. Ce qui fait que j'ai rajouté une partie définition du FALC, apprendre à définir la méthode. Et moi, de mon côté de formatrice, en fait, j'étais tellement dans mon prisme, dans mon truc, que ça me paraissait évident, si on s'inscrit à cette formation-là, on sait de quoi on va parler. Et pas du tout. Donc, il fallait vraiment que je prenne du recul
et me dire c'est quoi la base de ça. Et finalement, c'était enfin, le fait d'aller de revoir la base de la formation, ça permet vraiment de mettre un cadre. Parce qu'en fait, si on ne définit pas de quoi on va parler, bah, forcément, les personnes, elles vont être perdues parce qu'elles n'auront pas de base solide. Donc, ça revient aussi à apporter une notion qui est une des recommandations du langage clair, c'est de toujours donner un contexte. Quand on va rédiger un document, peu importe le document, une brochure, un document, je sais pas, un cahier, un mail, c'est toujours important de mettre un contexte. C'est-à-dire, bah, vous allez lire ça, vous allez prendre ça, ou vous avez fait ça, on a téléphoné ensemble, du coup, je vous fais ça. C'est très court, mais ça permet de recontextualiser et d'aider à la compréhension pour pas que ça soit trop brutal. Et ça prend pas grand-chose, mais c'est un petit réflexe, une petite habitude à mettre en place. Et typiquement, sur la formation, c'est ce que j'ai mis en place. Je me suis dit, tiens, je vais mettre le contexte. Qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre le fact, donc on définit. On fait ce qu'on dit, on explique ce qu'on fait. C'est marrant parce que c'est vraiment un rappel, moi, de ma formation de formateur et en même temps des biais. Parce que quand on démarre en tant que formateur, on se dit, non, mais moi, on a souvent le syndrome de l'imposteur. Moi, je sais, je comprends pas, enfin, tout le monde sait ce que c'est ou tout le monde comprend, etc. Alors que c'est faux. Donc, notre syndrome de l'imposteur, on peut bien l'envoyer valser parce que finalement, nous, on est vraiment experts dans notre domaine, surtout si on a des années d'expérience et qu'on a été formé. Et l'autre truc aussi, c'est que se mettre à la place de ces apprenants, bah, c'est hyper compliqué parce que surtout, alors encore pire en e-learning, parce que quand le client, enfin l'apprenant, il est tout seul devant son ordi, il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Moi, j'ai eu l'expérience d'une cliente qui me dit, mais pourquoi tu me fais faire ça? Je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça. Donc après, bon, je lui explique, et je me dis, bon, si elle n'a pas compris pourquoi, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens dans ce que je lui demande de faire. Donc la motivation est, est différente en fait, parce que si elle fait un truc, elle ne sait pas pourquoi elle le fait, ben, elle ne va pas le faire ou elle va pas donner. Bon, bref. Donc, c'est assez intéressant. Et alors, j'avais envie de déraper un petit peu sur ce sujet parce que moi, je viens d'agence de communication, du monde de la publicité. Et du coup, le graphisme, c'est quelque chose que je trouve hyper important, tu vois, dans les supports de formation. Et ben, j'aimerais te poser la question, justement, quelles sont les grosses erreurs graphiques qu'on fait sur nos supports et bah, qui plombe toute la compréhension d'un support. Il y a pas mal de petites choses qui me viennent en tête. Ça peut être mettre, pareil, hein, ça va être mettre beaucoup de couleurs, mettre beaucoup de visuels, beaucoup d'images ou des polices différentes, dont l'objectif que ce soit attrayant, joli, que ça donne envie de lire. Ce sont des bonnes idées. Faut attirer le lecteur, mais c'est au détriment de la compréhension. Parce que quand on va mettre plein de couleurs, plein de visuels, en fait, l'œil va être complètement perdu. On va pas savoir quoi lire en premier. Des fois, les images ne sont pas en lien avec le texte. Donc, du coup, bah, ça va fausser la compréhension. On va bloquer. On va se dire, tiens, pourquoi il y a cette image-là? Ça va peut-être dire que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Donc, on va chercher. On va relire plusieurs fois. Potentiellement, bah, on va perdre du temps. On va se remettre aussi en question. On va dire, est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je fais finalement? Donc, pas évident. Et, aussi, l'erreur aussi que je fais très régulièrement, c'est la taille des titres. Les titres, alors la taille des titres et aussi le positionnement des titres. Un titre, en France, il doit être, enfin, habituellement, on doit avoir l'habitude de le voir en haut d'un document parce que bah, on lit de haut en bas et de gauche à droite. Donc quand on a un titre qui est en plein milieu d'un texte, vu qu'il est en grand, il est volumineux, l'œil est interpellé, donc il va lire naturellement le titre en premier. Sauf que s'il y a du texte dessus, bah, l'œil va remonter parce qu'il va dire, attends, mais j'ai lu le titre, mais le texte, normalement, il commence en haut, donc on va le relire. Mais du coup, on va être complètement perdu et ça va fausser encore une fois, ça va perdre un petit peu le lecteur. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne hiérarchisation de l'information, qu'on respecte la taille des polices, qu'on fasse aussi attention à ce que la police choisie, elle soit lisible. Alors, on peut choisir des choses jolies, mais il ne faut pas que ce soit trop fantaisie, trop farfelu, parce que forcément, bah, des personnes qui ont des difficultés de lecture, alors pas besoin d'avoir un handicap pour avoir une difficulté de lecture, hein. On peut
Alors, un gros handicap mental, je veux dire, parce que le fait que là, on parle vraiment d'handicap mental, mais il suffit qu'on a une vision qui diminue, il suffit qu'on ait une dyslexie, et ben voilà, la police peut nuire à la compréhension. Donc, c'est à prendre en compte aussi là-dessus. Voilà, puis pareil, pour les couleurs, il faut que ce soit cohérent. 2, 3 couleurs, c'est bien suffisant, parce qu'après, quand il y en a partout, pareil, quand il y a des personnes qui ont des troubles d'attention, bah, elles vont être perdues, en fait. Ça va être difficile de se canaliser et de rester concentré sur le titre et le paragraphe. Mais c'est aussi important de mettre de la couleur pour justement réveiller, dynamiser le texte. Donc tout ça, c'est un jeu d'équilibre pour voir ce qui marche pas, voir aussi avec le public ce qui convient et ce qu'il préfère. C'est hyper intéressant ce que tu dis et j'adore parce que moi, au début, quand je faisais mes supports de formation, je faisais tout sur Canva pour que ça soit beau, pour que... Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, tes supports, si les gens ils veulent les imprimer pour écrire dessus, 10 pages, ça va prendre toutes leurs cartouches d'encre. Donc, j'ai fait des supports PDF à imprimer avec peu de couleurs et peu d'images. Et j'ai fait des supports à remplir, donc directement sur le support PDF. Mais ça, c'était au début parce que après, je me suis rendu compte que, bah, comme tu dis, c'est assez complexe à comprendre et puis même à utiliser. Et je suis passée sur du traitement de texte tout bêtement. Et finalement, dans ce que tu dis, sur la titraille, sur la taille des polices, la taille des titres, le placement des titres, faire des sauts de page, en fait. Tu proposes toi, tu dis, il faut mettre des titres en haut et après, tu fais des sauts de page. En fait, c'est tout bête, mais tout ça, c'est pris en compte dans Word. Moi, j'utilise Google Doc, mais c'est pareil. Avec vraiment la titraille qui se fait de manière automatique et toujours identique. Et le fait d'utiliser du traitement de texte et plus Canva, ben, ça limite aussi l'usage des images qui n'ont pas forcément de choses à voir avec le sujet qui est abordé. Bon, après, il faut faire attention, je pense, au volume de texte par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc de bien aérer. Et alors, moi, je suis intriguée. Moi, j'y connais strictement rien dans ta spécialité. C'est aussi pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Je vois qu'il y a des polices 10 qui existent avec des espèces d'empattements sur les lettres. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire si ça, c'est une bonne idée de l'utiliser sur nos supports ou pas? Je pense que tu dois avoir des infos là-dessus intéressantes. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de polices qui existent, plein de polices différentes. Et en fonction des besoins de chacun, il y a des polices qui sont apparues pour faciliter la lecture et la compréhension. Il n'existe pas de police parfaite parce que on va tous avoir un confort différent de lecture et on va trouver une police plus ou moins jolie parce que c'est très subjectif. Donc voilà, il n'y a aucune police qui est parfaite. Il n'y a pas de police universelle. Les recommandations par rapport aux polices, elles sont, voilà, c'est qu'il faut éviter les polices avec empattement. Donc, les empattements, ça va être justement les petits. Alors là, au micro, c'est pas forcément évident d'expliquer, mais c'est des petites pattes en fait qui font qu'il y a un prolongement dans la lettre et ce qui provoque des soucis de lecture. Donc, on va préférer les polices bâtons. Donc, typiquement, la police la plus connue en police bâton, c'est la Arial parce que elle est très La, simple. celle avec empattement, c'est la Times, justement, où on a les empattements, c'est la Times New Roman. Oui, voilà, exactement. Pour que les gens Et comprennent bien la différence entre une police et on dit aussi avec ou sans sérif. Donc, avec sérif, c'est les empattements, sans sérif, c'est bâton. Et on choisit plutôt bâton. Moi, je prends avec empattement pour mes titres et ensuite tous mes textes sans empattement. ok, ça te fait 2 polices. Ok, ok. Ouais, ça fait Euh, 2 polices. ok. Alors, la recommandation, 2 polices, ça ne me choque pas. Mais voilà, donc en fait, il faudrait pas d'empattement. Après, on voit, alors de plus en plus, hein, les gens commencent à s'allier là-dessus pour dire que l'empattement, ça nuit à la lisibilité. Mais à une époque, on trouvait que l'empattement était favorable à la lecture parce que comme on avait un petit prolongement dans la lettre, ça aidait et l'œil plus facilement pouvait suivre les lettres plus facilement. Donc ça c'est critiqué aujourd'hui. Donc, il faudrait éviter ça. Euh,
Après, il y a d'autres petites recommandations pour choisir une bonne police, hein. Par exemple, ça va être faire en sorte que chaque lettre doit être unique. Donc, c'est-à-dire, on va éviter, par exemple, si on écrit, bah, typiquement la police Arial, si on écrit il avec un I majuscule et un L, bah, là, on va se rendre compte que, bah, en fait, on ne voit pas la différence. On ne voit pas la différence entre le I majuscule et le L. Donc, ça, c'est typiquement à éviter, à exclure, parce que bah, ce n'est pas du tout agréable à lire et ça peut provoquer des soucis. Donc, ça, c'est des petits trucs à tester, à vérifier dans vos polices pour voir si elles sont accessibles. Voilà, après, il y a certaines polices qui sont recommandées parce que elles sont faciles d'accès, elles sont voilà, sur Word, on peut les trouver facilement, mais ce ne sont pas forcément les meilleures, il faut rester critique par rapport à ça. Pour moi, le plus important, c'est votre public. Donc, testez, voir si elle est agréable à lire, si elle est agréable dans vos documents, si elle s'y prête bien, avec votre univers aussi, c'est aussi important à prendre en compte. Mais pour moi, il n'y a pas de police parfaite, il faut vraiment tester. Ok, donc pas forcément d'utiliser la police 10 ou les polices spéciales 10 dans nos supports, juste des polices simples. Super. Alors, si je résume, pour les formateurs qui nous écoutent, pas plus de 3 polices de caractère dans un document, plutôt privilégier des polices sans empattement, donc la plus simple, c'est Arial, mais elle n'est pas accessible à tout le monde, vu qu'il y a des lettres qui sont identiques. Sur les documents, des couleurs, mais pas trop. On fait très attention au visuel. Mais surtout, première chose à faire, c'est de simplifier le parcours pédagogique, faire le tri et plutôt enlever des choses qu'en rajouter. Et dans ta méthode, tu proposes de co-construire les documents directement avec les apprenants pour être sûr et certain que leur apprentissage se fait correctement. Et il en va à la fois de la qualité de la formation, mais aussi et surtout de l'engagement de nos apprenants. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Oui, c'est plutôt bien résumé. Ça me semble pas mal du tout. Je voulais juste corriger un petit truc. Il me semble que tu as dit Vas-y. 3 polices d'écriture. 3 polices. 2, Oui, ça me semble plus adapté. On va en avoir une pour les titres ok. et une pour les paragraphes. Et puis oui, faire attention à ce qu'elles soient bien lisibles et qu'elles aillent bien ensemble pour que l'œil n'ait pas trop d'efforts à faire pour s'adapter systématiquement d'un titre au paragraphe. Voilà. Hmm. Super, ben, c'était hyper intéressant de voir que moi j'ai pu comparer avec mes formations et ce que je fais. Donc, je suis pas encore au taquet notamment sur le tri des infos et le fait d'aller à l'essentiel. Merci beaucoup, Alicia, pour ces conseils que tu nous as donnés. Comment on fait pour travailler avec toi? Quelles sont tes offres? Qu'est-ce que tu peux proposer aux formateurs qui nous écoutent? Alors, qu'est-ce que je propose? Je fais donc pas mal de formations. Je fais des formations donc, au facile à lire et à comprendre, donc la méthode Falk, et au langage clair aussi. Il y a des formations qui sont en visioconférence, en e-learning ou en présentiel. Donc, en présentiel, c'est à Limoges, donc voilà, centre de la France. Il faut vous déplacer. Mais voilà, donc il y a 3 façons de faire. Donc pour le langage clair, c'est essentiellement en e-learning ou en visioconférence. Et après, il y a aussi, j'accompagne les structures dans la simplification de leurs documents. Donc voilà, on peut m'envoyer un document, on échange ensemble, on essaye de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les informations à garder, quel est l'objectif du document. Gros travail en fait de contextualisation. Et on peut ensuite avancer sur la simplification et du test terrain avec le public concerné. Ok. Ok, et du coup, sur tes formations en ligne, on peut y accéder toute l'année ou il y a des dates précises pour les ateliers? Alors, pour le Falc, c'est toute l'année. Je mets les dates assez régulièrement à jour. Voilà, il y a une en janvier, il y en a la prochaine a lieu en mars, en avril. Et ensuite, ce sera juin. Et la dernière, je pense qu'elle aura lieu en septembre.
Donc voilà, donc en fait, vu que ça se remplit assez vite, je mets les dates sur le site et les gens me contactent et progressivement, je remplis le groupe. Après, pareil pour le e-learning. Et par contre, pour le langage clair, alors pour le langage clair, les dates ne sont pas encore communiquées pour le e-learning, mais ça ne va pas tarder à arriver. Ok, donc on regardera sur ton site internet, je le mettrai en descriptif. Je mettrai aussi ton profil LinkedIn parce que c'est sur ce réseau social que tu communiques surtout. C'est Tout bien à ça. fait, tout à fait. Et tu avais envie de nous offrir un petit cadeau bonus pour les personnes qui nous écoutent. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, complètement, complètement, avec plaisir. Donc j'ai créé un mini-guide qui regroupe 8 conseils pour rendre vos formations claires. Donc ces 8 mini-conseils, ce ne sont même pas des conseils qu'on a abordés pendant l'échange. Je pensais qu'on allait les aborder, mais même pas. Donc c'est vraiment du bonus. C'est vraiment en plus parce qu'on va aller un peu plus loin. Donc c'est 8 conseils pour rendre vraiment vos supports de communication faciles à comprendre. Donc c'est des petits conseils en lien avec le langage clair. Trop bien. Donc, je mettrai aussi le lien en descriptif de l'épisode pour que tout le monde puisse s'inscrire. Merci beaucoup, Alicia, pour cette initiation au langage clair et c'est quand on est formateur, parce que le principe du formateur, c'est justement d'être le mieux compris possible par sa cible. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que j'ai un mot de la fin? Mince, j'ai préparé ça. Euh, Eh ben non, tester, simplifier. Et n'ayez pas peur, franchement, vous ne serez jamais trop simple ça ne sera jamais assez simple pour les apprenants. Donc, simplifiez. Faites-nous, aidez-nous et simplifiez. Ah, j'adore ce mot de la fin, la simplification. C'est souvent le problème des formateurs. Merci beaucoup, Alicia, pour cet épisode et à bientôt. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci Céline. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!